personnellement, parce que la voix n'est plus là, quoique c'est mieux quand même qu'hier soir, donc c'est ça. N'est-ce pas Marie-Laurence hier soir était bien. Bien, merci à tous d'être venus. Donc cette soirée est organisée dans le cadre de la semaine de la prévention, qui est en place sur Saint-Quentin depuis lundi. Et c'est avec plaisir donc nous accueillons ce soir au centre social la Maison des Adolescents. Je vais laisser Simon, son coordonnateur, les présenter tous. Et c'est vrai que la thématique de la santé mentale des jeunes est une thématique très importante. On le voit de plus en plus et on a travaillé aussi tout au long de cette semaine avec l'UPJV, les étudiants, la précarité, les difficultés. Vous voyez tout ça au quotidien. Et c'est vrai que cette maison des adolescents qui est en place maintenant depuis un an et demi, franchement, voilà, on se rend compte de l'importance et de l'intérêt. Et aussi, je voulais vous féliciter du travail que vous fournissez tous. C'est demain, je crois, une journée plutôt ouverte, c'est ça. Et donc, voilà. Donc, je ne suis pas plus longue. Je vous laisse la parole. Je remercie le docteur Loiseau, bien sûr, mais Simon va en parler. Et puis, bonne conférence. Merci Madame Mélenchon. Bonsoir à toutes et tous. Avant de débuter, bien évidemment, les remerciements qui peuvent être de rigueur, bien évidemment. Donc je remercie chaudement la ville de Saint-Quentin pour nous avoir invités à ces rendez-vous santé. J'ai l'habitude d'y être comme vous, mais du côté de la salle. Alors j'espère faire honneur à ces programmes que je trouve bien souvent de qualité, parce qu'ils sont autour du partenariat, ils sont sur une compréhension et une approche globale, et ils permettent aussi de se prémunir de certains risques, de certains déterminants, de lutter, et nous donner des trucs et astuces, et on est là aussi ce soir pour ça. J'en profite donc du coup aussi pour remercier le CLS, Madame Toumar. Voilà, puisque nous sommes inscrits dans le contrat local de santé, j'y reviendrai peut-être à la marge, parce que ça peut être un peu technique. Il ne faut pas hésiter voilà, de nous demander. Je remercie également le centre hospitalier de Saint-Quentin et bien sûr le PSND, l'établissement public de santé mentale départemental de l'Aisne, d'être présent parmi nous ce soir avec le docteur Farah notamment qui nous fera une présentation en binôme avec le docteur Loiseau sur un premier volet santé. Je peux vous présenter d'une manière très rapide le sommaire, parce qu'on a essayé de vous présenter. On va essayer d'être assez large, un peu théorique, pas trop. On aime bien aussi l'opérationnalité. Donc vous aurez toute une première partie sur les points clés, les grands principes sur notre territoire en santé mentale, mais plus largement le territoire national, mais la déclinaison qu'on peut en avoir et potentiellement les problématiques ou les situations, les défis à relever auxquels nous devons faire face sur le territoire. Donc là, vous aurez l'intervention du docteur Loiseau notamment et du docteur Farah, pédopsychiatre. Après que nous ayons vu ça, je vais vous présenter le fonctionnement de la maison des adolescents de l'Aisne, car nous ne sommes pas un établissement de santé mentale en tant que tel, mais nous sommes là pour agir sur la prévention, pour détecter, pour accompagner, pour créer du parcours. Donc on vous présentera cette structure, son rôle, ce qu'elle a joué au sein du département, puisqu'on a une vocation départementale, mais il faut savoir aussi qu'elle a une vocation à avoir un ancrage territorial fort. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant ou ceux qui le sont, nous avons ouvert une antenne à Verdun. Je ne présenterai pas celle-ci, puisque nous considérons qu'il y a bien sûr des synergies à faire entre les territoires, mais que chaque territoire recèle ses acteurs, ses ressources, ses difficultés, et que l'ancrage territorial aujourd'hui c'est Saint-Quentin, l'agglomération d'une manière générale, et que nous resterons à vous présenter cette structure essentiellement, même si vous voulez à terme qu'on discute un peu des potentiels enjeux sur Verdun ou sur le reste du territoire. Donc je vous présenterai ça. Je serai sur ma partie avec monsieur Geoffrey Boulan, qui est agent d'accueil, mais aussi notre statisticien en chef, qui vous fera la présentation de toute l'activité globale que nous avons eue sur un an et ce qui se dessine pour le territoire saint-quentinois. Où sont les difficultés des jeunes? Combien de temps on les a parmi nous? Est-ce que ça marche? Sur quoi on doit veiller? Et ensuite, nous verrons sur les deux dernières parties, parce que j'avais à cœur, parce qu'il y a un travail formidable qui est fait de l'ensemble de l'équipe, mais ça se fait aussi par les expertises métiers des uns et des autres. Donc nous aborderons la prise en charge éducative qu'on peut fournir à la MDA,
C'est Anthony Cazé, notre éducateur spécialisé, qui s'en chargera. Et ensuite, nous verrons l'accompagnement scolaire individualisé, puisque nous avons constaté que ce soit pour nos adolescents, nos jeunes, mais également pour les parents proches, que c'est un enjeu majeur. Que se passe-t-il quand on est déscolarisé, quand on est prêt à sortir du système scolaire? Quelles sont nos possibilités pour les réinsérer? Nous verrons tout ça ensemble. Et bien sûr, je vais laisser un dernier point, et je pense que c'est un point qui reste important. Nous sommes ici pour échanger. Voilà, nous sommes sur une conférence, certes, mais avec l'avantage qu'elle soit à taille humaine. Donc je souhaite qu'on puisse avoir un moment d'échange tous ensemble, puisque nous avons quand même la chance d'avoir un pédopsychiatre et une pédiatre parmi nous notamment. Et avant de débuter et de laisser la parole à Claire Loiseau, que je vais inviter, le docteur Claire Loiseau, que je vais inviter à me rejoindre, j'ai oublié de remercier bien sûr le centre social. Alors, bien évidemment, la vache au milieu du couloir, on la loue. Donc voilà, c'est rectifié, c'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Oui, j'allais dire parmi toi, mais parmi vous. Place au docteur Loiseau. Bonsoir à tous. Voilà, je suis très contente de pouvoir participer à cet échange et très contente surtout que mon collègue M. Farah ait répondu à l'invitation, parce que je me sentais un peu illégitime à être toute seule comme pédiatre. Donc merci beaucoup d'être là. Merci à vous tous d'être venus. La santé mentale des jeunes, on en parle beaucoup en ce moment. Alors je ne sais pas pourquoi ça se réactive, mais là il y a eu plein de choses aux infos. Alors c'est des études de 2022, mais il y a quand même beaucoup de choses qui bougent. Donc voilà, l'idée c'était d'essayer d'éclairer un petit peu les propos de tout ce qu'on entend actuellement sur un sujet qui nous tient très à cœur à la maison des adolescents. Donc pour cela, je vais vous présenter mon regard de pédiatre. Donc, moi je suis pédiatre au centre hospitalier de Saint-Quentin depuis maintenant 12 ans. J'ai fait mon internat à Amiens et j'ai eu la chance d'avoir le professeur Boudaillier comme mentor qui m'a guidée sur la voie de la santé des adolescents. Et j'ai eu la chance d'intégrer depuis 1 an et demi cette maison des adolescents de l'Aisne, où je prends beaucoup de plaisir à pouvoir me recentrer auprès des prises en charge adolescentes qui prennent du temps, qui sont dans une dynamique où parfois, quand on est pris dans l'urgence, le somatique tout le temps, on ne prend plus le temps. Et donc voilà, c'est bien d'avoir cet espace, aussi bien pour les jeunes que pour les praticiens. Quelques définitions déjà. Qu'est-ce que c'est que la santé mentale? Donc l'Organisation mondiale de la santé nous dit que c'est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive, et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Ouf, tout ça. Bon, en gros, de bien vivre en se sentant bien vivre et d'affronter les difficultés de la vie. Donc la santé mentale, c'est une notion beaucoup plus globale que la maladie mentale, et ça a à faire aussi avec le ressenti subjectif de chacun. Dans une même situation, certaines personnes vont affronter les épreuves, se sentir bien, et d'autres ne feront pas face. Alors être jeune, qu'est-ce que c'est? Parce que c'était santé mentale des jeunes. Alors là, j'ai pas trouvé trop de... C'est quoi être jeune? Pour l'OMS, c'est les 10-19 ans. Non, Anthony, non, excuse-moi. Pour la maison des adolescents, nous accueillons de 11 à 25 ans. Pour la loi, être jeune, c'est moins de 18 ans. Voilà, on est majeur à 18 ans. Donc, je me suis focalisée sur l'adolescence et voilà, tout le processus autour de la puberté, des transformations, de cette période où on quitte l'enfance pour devenir progressivement adulte, mais on navigue quand même très souvent entre les deux en ne sachant plus trouver sa place. C'est une période de vulnérabilité, on se souvient tous de notre adolescence et de ce que l'on a dû affronter. Autour de cette transformation pubertaire se fait tout un travail de remise en question sur soi, sur sa place vis-à-vis de ses parents, vis-à-vis de la société. Et tout ce travail-là va conduire à grandir, franchir cette étape de passage à l'âge adulte,
cette métamorphose pubertaire, c'est quand même se transformer en un individu qui devient sexué, qui a la possibilité de devenir parent. Ce corps qui se transforme, il n'y a pas beaucoup de périodes de la vie où il se transforme autant. Alors, quand on est fœtus dans le monde de sa maman, on passe taille lentille à taille pastel, on s'en souvient pas. Les 2 premières années de vie, oui, on passe de 50 cm à 1 mètre, c'est quand même quelque chose, mais on s'en souvient pas non plus. Par contre, l'adolescence, tous ces changements, on s'en souvient. Et c'est aussi... Voilà, l'adolescence, c'est faire face à ces changements, tout le travail psychique pour accepter ce nouveau corps, accepter de quitter l'enfance et d'être face à ses propres ressources pour affronter la vie. Et c'est aussi trouver sa place d'adulte dans la société, trouver ce qu'on va faire, sa formation, son métier. Il y a beaucoup de ressentis. C'est aussi la puberté, ça a toujours existé dans toutes les cultures, à toutes les époques, mais le regard qu'on lui porte change progressivement et est complètement impacté par notre propre ressenti, nos projections. Et puis, désolé Anthony, mais avoir des jeunes qui deviennent adolescents, c'est vieillir, qui n'est pas encore, mais bientôt. Voilà, donc c'est se confronter à sa propre évolution et à son vieillissement. Donc c'est pas simple. Donc la puberté, quand même, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'apparition des organes génitaux externes qui deviennent adultes et matures, les caractères sexuels secondaires, la fonction de reproduction. C'est un pic de croissance majeur, entre 20 et 30 cm selon qu'on est une fille ou un garçon, qui se fait sur 2 ans en gros. La construction de l'os, mais c'est aussi prendre de la corpulence, du poids, faire des réserves pour notamment les jeunes filles pouvoir porter un jour un bébé. Donc les formes féminines font partie de la progression. C'est aussi un cerveau qui mature, et donc nos jeunes qui sont un peu impulsifs, ne pensent pas forcément aux conséquences, ont du mal à se projeter. C'est aussi la maturation cérébrale qui se fait à ce moment-là. Il y a des choses vraiment biologiques, neurobiologiques qui se font, et c'est notamment une très forte synaptogénèse et myélinisation. C'est donc plein de neurones qui se construisent et qui apprennent à communiquer entre eux. Et donc, le cerveau d'un adolescent, il est en plein changement, et d'ailleurs on voit, les filles et les garçons, vous avez vu, c'est pas tout à fait le même timing. Quand on dit les filles plus matures que les garçons, il y a quand même des phénomènes hormonaux, physiologiques qui font que une fille, elle grandit un peu plus tôt, la puberté elle commence entre 8 et 10 ans avec des règles en moyenne vers 12 ans. Le garçon, donc c'est début collège, et les garçons, c'est plutôt, ça commence tout doucement début collège et c'est plutôt fin collège que se fait tout le bouleversement. Avec ça, on a aussi des choses pas très sympas, l'acné, la transpiration, la pilosité qui apparaît. Dans une société où l'image, l'apparence, où l'image se diffuse avec le numérique, c'est d'autant plus compliqué d'appréhender ce corps qui change et qui parfois ne rentre pas tout à fait dans l'idéal qu'on s'était projeté. Alors, la crise d'adolescence. Oui. Est-ce que c'est quand même quelque chose d'un peu normal avec tout ça, d'être perturbé et d'avoir un travail psychique à faire, et un travail à faire dans la place vis-à-vis de ses parents, vis-à-vis de la société. Est-ce que c'est normal d'ailleurs de ne pas faire de crise d'adolescence? Peut-être pas. Le début, en général, c'est la puberté, et encore, je peux aller pour l'interrogation, mais on parle quand même de préadolescents. Emeline, qui travaille en école primaire, me disait, ils ont des téléphones avec TikTok, dès le CE2, il y a du trafic de substances bizarres dans la cour de récréation. On se dit, peut-être que ça commence avant la puberté, par imitation, par diffusion, par copie des plus grands. Avoir un corps qui devient sexué, ça veut dire forcément les parents qui étaient au centre de l'admiration, de l'affection, ne peuvent plus être l'objet d'amour, puisque on ne peut pas avoir une sexualité avec ses parents. Il faut trouver d'autres objets d'amour, et donc passer par
les groupes de pairs, PIRS, pour essayer de se reconstruire et se satisfaire avec ce corps sexué. C'est aussi trouver son identité sexuelle, ça c'est une des dynamiques actuelles qu'on a de plus en plus et à laquelle on n'a pas toutes les réponses, voilà, savoir je suis née fille mais finalement je me sens pas trop fille, je suis pas trop bien dans mon corps de garçon, j'aime les filles, j'aime les garçons, j'aime les deux, c'est pas si simple que ça. Et puis c'est aussi éprouver ses limites face à ses ressources, puisqu'on s'éloigne de ses parents, c'est trouver ses ressources à soi pour se construire et avancer dans la vie. Quelque chose qui est quand même un peu particulier depuis déjà quelques années, mais pourquoi c'est si dur d'être parent d'adolescents aujourd'hui? Parce qu'il n'y a pas que les adolescents qui morfent, les parents aussi, les adultes autour d'eux aussi. Pour moi, une des clés de compréhension, ça a été quand on m'a dit, oui, mais en fait, à un moment donné, les gens ne se posaient pas de questions. Il y a une époque, la société imposait des règles très strictes et puis on n'y dérogeait pas. La culture religieuse faisait que, oui, on était cadré. Et là, en fait, la société devient très permissive, on peut presque tout faire. Et les parents se retrouvent confrontés à imposer un cadre qui est le leur et qui doivent justifier à leurs enfants. Oui, mais mon copain tel, il a le droit de sortir. Puis machin, quand il a une bonne note, il a ça. Oui, là, on est un peu perdu parce qu'on devient les seuls maîtres du cadre qu'on impose à nos enfants. Alors, il y a des petites choses qui reviennent quand même. Je pense notamment, c'est tout récent, de réimposer dans la loi le fait qu'un mineur de moins de 15 ans n'est pas consentant pour sa sexualité. Mais ça n'y était pas, c'est très récent, c'est l'année dernière que c'est revenu. Il y a des choses qui reviennent et qui aident un petit peu, mais voilà, être parent maintenant, c'est assumer de mettre un cadre dont nos enfants ont besoin, et tant pis si on se trompe, personne n'est parfait, parce que oui, être parent, c'est être toujours imparfait, et ils se construisent aussi avec nos imperfections. Alors la santé mentale des jeunes, je vous ai dit, on en parle beaucoup en ce moment. L'Organisation mondiale de la santé a alerté dès 2021, on a eu quand même un événement majeur pour la santé mentale, c'est le Covid, qui a mis en exergue et a fait décompenser quand même un certain nombre de difficultés. Et avec un programme Live Life, voilà, pour promouvoir la vie, donc c'est mondial, cette préoccupation, et principalement avec des annonces et des vidéos pour les jeunes de 10 à 19 ans. L'UNICEF aussi, voilà, centré sur les enfants, alerte aussi beaucoup. Santé publique France régulièrement, et notamment depuis le Covid, il y a des études régulières qui se basent sur les baromètres santé jeunes, sur les analyses aux journées d'appel et de prévention, et sur les consultations d'urgence et le recours à SOS médecins. Donc oui, il y a une augmentation du recours aux urgences, à SOS, pour les gestes suicidaires, les dépressions, les troubles anxieux, sur le début des années 2000. Il y a une étude qui ressort beaucoup en ce moment ici, c'est l'étude En Classe, donc c'est une enquête nationale faite dans les collèges et lycées, tous les 4 ans, et qui, elle, je vous passe après la petite vidéo, je pense, qui est bien faite pour présenter l'enquête, qui, elle, analyse et interroge les étudiants sur leur ressenti. Donc c'est un petit peu différent du recours aux soins. Les collégiens et les lycéens. Les adolescents sont confrontés aux exigences de l'autonomie, à la pression de la réussite scolaire et sont exposés à des situations telles que la violence ou le harcèlement qui peuvent représenter des facteurs de risque pour leur santé mentale et leur bien-être. Au printemps 2022, nous avons demandé à plus de 9500 élèves de la 6e à la terminale, scolarisés en France métropolitaine, s'ils étaient satisfaits de leur vie, s'ils se percevaient en bonne santé, s'ils avaient ressenti des moments de bien-être ou au contraire de solitude, ainsi que des plaintes d'ordre somatique ou psychologique comme des maux de tête, de ventre ou de dos, des difficultés à dormir, des étourdissements, de la déprime, de l'irritabilité et de la nervosité, mais aussi s'ils avaient eu des symptômes de nature dépressive
excessives ou des conduites suicidaires. Globalement, les adolescents de notre pays vont bien. Plus de 9 collégiens et 8 lycéens sur 10 se déclarent en bonne ou excellente santé. 8 collégiens et lycéens sur 10 se disent par ailleurs satisfaits de leur vie actuelle. Mais la santé mentale et le bien-être se dégradent au cours du collège et ne s'améliorent pas au lycée. Comme on le voit sur les courbes, en avançant dans la scolarité, des indicateurs positifs tels que la bonne perception de la santé, la satisfaction de sa vie actuelle ou le bien-être mental s'altèrent, tandis que des indicateurs négatifs tels que le sentiment de solitude, les plaintes psychosomatiques récurrentes, c'est-à-dire plus de 2 plaintes au moins une fois par semaine dans les 6 derniers mois, mais aussi le risque important de dépression augmente. Les indicateurs de santé mentale et de bien-être évoluent peu chez les garçons au collège et au lycée, mais chez les filles, ils s'altèrent, creusant d'autant les différences entre les sexes, comme illustré ici par le fait de déclarer un sentiment de solitude. Ainsi, au collège comme au lycée, les filles sont au moins 2 fois plus nombreuses que les garçons en fréquence à déclarer se sentir souvent seules. Comme illustré ici, les plaintes récurrentes ont nettement augmenté sur la période 2018-2022, de 6 points chez les garçons et de 14 points chez les filles. Ainsi, les filles ont toujours été plus nombreuses à déclarer des plaintes récurrentes, mais en 2022, l'écart s'est encore creusé avec 39,7% des garçons et 63% des filles qui présentent des plaintes récurrentes. Stable entre 2014 et 2018, la proportion d'élèves de 4e et de 3e présentant un risque important de dépression a augmenté entre 2018 et 2022, surtout chez les filles, chez lesquelles on atteint une fréquence de 21,4%. Au lycée, les pensées suicidaires au cours de l'année ont également augmenté entre 2018 et 2022. Les garçons, comme les filles, sont concernés par cette augmentation. En conclusion, si la satisfaction de vie et la perception de leur santé des collégiens et des lycéens sont majoritairement satisfaisantes, on constate que particulièrement chez les filles, la santé mentale et le bien-être s'altèrent au collège et ne s'améliorent pas au lycée de manière encore plus forte entre 2018 et 2022. Nous rappelons qu'il existe différents dispositifs d'aide en cas de mal-être et de pensée suicidaire, notamment Fil Santé Jeune et le 3114, le numéro national de prévention du suicide. Voilà, alors c'est quand même assez parlant. Donc après, il faudra qu'on voit un petit peu sur les prochaines données ce que ça. Le Covid a quand même été un catalyseur de problématiques, mais après c'est vrai qu'on médicalise aussi de plus en plus de soucis, hein, donc le recours aux soins par manque de moyens pour d'autres choses. Hein. Un enfant il passe beaucoup de temps à l'école, quand il ne se sent pas bien parce que c'est des troubles des apprentissages et qu'on n'a pas les moyens de l'aider et qu'on n'a pas ce qu'il faut pour l'orienter, et ben oui, il va finir par développer des difficultés qui vont nécessiter un recours à des médecins. Mais si on pouvait faire un peu plus de prévention avant, on aurait peut-être moins de recours aux soins. Alors je ne vais pas trop m'étendre sur les troubles psychiques puisque j'ai la chance d'avoir Monsieur Farah. Voilà, donc ça c'est juste la classification sur l'assurance maladie, les troubles anxieux, ce qui est de l'ordre de la dépression, les troubles des conduites alimentaires, les comportements à risque, les addictions, la schizophrénie. Bon, ce sont les mêmes que chez les adultes, si ce n'est que les troubles des conduites alimentaires sont quand même très spécifiques à cette période de puberté où il faut accepter son corps qui change et où retrouver la maîtrise de ce corps qui change est une forme de reprendre le contrôle. Pour les drogues, ben voilà, peut-être que chez les jeunes, elles ne sont pas tout à fait les mêmes que chez les adultes, et notamment avec toutes les nouvelles drogues, hein, ce qu'ils mettent dans les cigarettes électroniques, l'utilisation du protoxyde d'azote. Là, on en voit moins, c'est les capsules pour faire la chantilly, là, on en voit moins qui traînent dans Saint-Quentin. Et puis le PTC, le protoxyde d'azote, c'est pas très méchant pour la santé, mais par contre, c'est très accidentogène. Ils sont vraiment sur une autre planète et ils ont des accidents qui font n'importe quoi. Par contre, le PTC, donc les cannabinoïdes de synthèse, ça c'est médicalement. Enfin là, moi l'année dernière, j'en ai
j'ai 2 jeunes qui ont été en réa et on ne comprenait pas ce qu'ils avaient. C'est indétectable sauf à envoyer sur des centres d'analyse spécialisés. Donc ça, c'est pas très très bon pour la santé quand même. Et puis après j'ajouterais, alors je ne sais pas si on peut le mettre dans les troubles psychiques, mais dans les comportements à risque et les particularités de la jeunesse, je m'interroge aussi sur les processus de radicalisation, parce que ça c'est vraiment propre à la jeunesse quand même, d'essayer de trouver peut-être un cadre dans une idéologie qui permet d'être contenu, d'être rassuré. C'est pas tellement des problématiques qu'on voit chez les adultes, on me dirait si je me trompe, mais c'est plutôt chez les jeunes. Alors, quelques clés de compréhension pour moi, oui, l'adolescence c'est aussi un moment où on doit tester ses limites, expérimenter. Quand il y a un symptôme, qu'il soit anxieux, dépression, c'est qu'on déborde. Le corps est un moyen d'expression extrêmement intense. Un adolescent, il agit plutôt que de s'exprimer. Les mises en danger ne sont pas un appel au suicide la plupart du temps, ce sont plutôt une façon d'éprouver la vie et justement de se sentir vivant. Tout ce qui est plutôt trouble anxieux, dépressif, ça vient plutôt du manque de confiance en soi. C'est je ne me sens pas bien, je ne vaux rien, je ne trouve pas ma place. Et donc c'est là où nous, adultes, on a un rôle à jouer pour restaurer leur confiance et les encourager. La place des adultes, qu'est-ce qu'on peut faire ? Parents, enseignants, éducateurs, soignants, c'est essentiel, rien que d'être là, c'est important de ne pas avoir peur de nos adolescents, de ne pas avoir peur d'aller vers eux, que ce soit nos enfants ou nos patients ou nos connaissances. Ne pas tout de suite dramatiser, c'est une période où on expérimente. Le symptôme, avoir un coup de blues parce qu'on a une rupture amoureuse, c'est normal. Être anxieux parce qu'on passe des examens, c'est normal. Tout est une question de proportion. Les conduites à risque qui se répètent, qui influent et qui retentissent sur la scolarité, sur l'apprentissage, sur la vie de famille, oui, là, il y a une inquiétude. Si on est inquiet, il faut demander de l'aide. On a un rôle d'autorité qu'il faut assumer. On n'est pas le copain de nos ados, de nos enfants, de nos élèves. On est quand même là pour c'est une relation asymétrique, on n'est pas à égalité. Nous, adultes, on a un rôle à jouer pour leur montrer ce qui nous paraît bien ou pas. Alors bien sûr, le cadre, ils vont essayer de le détourner, mais au moins ils savent qu'il y en a un et ça leur donne quand même un repère. Donc voilà, l'important, être là, s'intéresser à eux et essayer de les aider à grandir. Petit focus, parce que ça c'est un truc qui revient souvent dans les consultations, le sommeil. Alors c'est un bon repère sur les troubles psychiques, les troubles du sommeil, c'est quand même parlant. Un enfant déprimé, un enfant anxieux, il va avoir du mal à dormir. Enfin, avant toute chose, quand même, il y a une très mauvaise hygiène de vie, et chez les ados, et chez les parents. Et pitié, enlever les téléphones, les télés, toutes les lumières bleues de la chambre, et puis déjà, ça va beaucoup mieux. Et ça marche, des fois, elles sortent avec une ordonnance, enlever le téléphone, le laisser dans le salon. Quand ils suivent, ça marche. Et en fait, ils ont besoin d'être rassurés, les parents. Ils n'osent pas imposer ça, ils le savent, ils l'ont déjà entendu. Mais si on leur dit, et s'il y a une autorité, le docteur il a dit, donc on fait ce que le docteur a dit, ils prennent confiance en eux, puis ils y arrivent. Donc des fois, c'est remettre, se lever le matin, s'exposer à la lumière. Oui, on est des êtres humains faits pour être rythmés par le sommeil. Donc si on reste enfermé dans sa chambre jusqu'à 14h avec les rideaux fermés, ça marche moins bien. Bon, puis après, quand ça marche pas, on appelle nos pédopsychiatres. Les écrans, les écrans, voilà. Oui, ça c'est une problématique très actuelle. Le numérique, les réseaux sociaux, et puis on se sent complètement dépassé. Pourtant, moi j'ai vu arriver Internet, mais oui, voilà, j'ai pas grandi avec un smartphone, j'ai pas grandi avec des réseaux sociaux. On est un peu dépassé, on comprend pas tout, ils arrivent à nous blouser. Faut quand même essayer, de comprendre ce qu'ils font, de leur mettre des limites, s'intéresser. Les addicts aux jeux vidéo, il faut quand même leur donner
des clés pour essayer de s'auto-réguler, c'est-à-dire celui qui est accro aux jeux vidéo va jouer en réseau avec sa guide. Si vous lui dites, bon, et maintenant stop, t'arrêtes tout de suite, c'est l'heure de manger, ça marche pas. La guide, elle va perdre le donjon parce que le sorcier n'est pas là, ça marche pas. Donc il faut timer, voilà, ils ont leur réveil, tu t'autonomises, le repas c'est à telle heure, donc là, à partir de une demi-heure avant, tu ne t'engages pas dans quelque chose où tu ne peux pas t'arrêter. Parce que sinon, on ferme l'écran, et il faut pas, oui mais je peux pas faire ça, il en a besoin pour les devoirs, ça, ouais, bon là, il a les devoirs, c'est pas, bon. Donc, il y a des moyens aussi de réguler, hein. Donc, pour les enfants de moins de 15 ans, il y a une application qui est liée à Google qui s'appelle Family Link, par exemple. Donc, si on a créé une adresse mail à son enfant et ouvert tous ses appareils avec, jusqu'à 15 ans, on peut tout contrôler. C'est-à-dire qu'on contrôle l'heure de coucher, ça s'éteint. Moi, personnellement, c'est le seul appel que j'ai de mes enfants quand ils partent en vacances. Et maman, tu peux enlever la limite à 21h pour qu'on puisse regarder un peu plus longtemps. Bon, voilà, on sait que tout va bien, mais donc, il existe quand même des outils. Et il faut le faire parce que il faut leur montrer, les guider aussi, c'est notre rôle, leur dire mais là, ta photo, est-ce que tu sais qui peut la voir, comment, et leur montrer ce que ça donne, leur expliquer que derrière une image, il peut y avoir un prédateur sexuel qui va les entourlouper, qui va les avoir, il faut leur expliquer tout ça, il ne faut pas avoir peur de mettre des mots, alors bien sûr à chaque âge le fonctionnement, mais finalement ça commence assez tôt, il ne faut pas forcément les priver de tout, il faut qu'ils apprennent à contrôler leur frustration de devoir s'arrêter. Mais voilà, ça se fait. Puis après, en plus, c'est hyper intéressant quand j'ai la chance d'avoir un mari qui adore les jeux vidéo, donc qui m'explique plein de choses. Parce que sinon, mais c'est très intéressant quand on connaît un peu et que les ados sentent que oui, on connaît le jeu et qu'on sait ce qu'il y a à faire. Ça donne un autre aspect. Donc voilà, quand on s'y intéresse, c'est intéressant. Là où je suis plus perplexe, c'est les avancées là, de l'intelligence artificielle, où on se rend compte que là on peut avoir des avatars avec une image numérique qui ne s'arrête jamais, et donc on peut exister en n'ayant pas de corps. Donc voilà, c'était septembre dernier, il y a un Coréen qui a fait un défi pâte de poulet, et en fait on s'est rendu compte après coup qu'il avait mis son avatar en boucle, donc il a fait son défi pendant des heures et des heures, il a eu un public monstrueux, et il y a eu beaucoup de succès. Bon bah là oui, on ne peut pas rivaliser avec ça, hein. Donc voilà, et puis si on veut qu'ils quittent les écrans, il faut aussi leur proposer d'autres activités. Nous on est nous-mêmes beaucoup pris par les écrans, mais finalement, oui, si on dit plus de télé, plus d'ordi, je m'ennuie, qu'est-ce que je fais? Il faut leur apprendre à faire autre chose, hein. C'est sûr que voilà, donc il y a des pistes, mais il ne faut pas avoir peur de se plonger dedans et puis d'essayer au moins, c'est ça qui est le plus important. Tout à l'heure, vous parliez des mères. Et en fonction de l'âge des adolescents, il y a aussi certains réseaux qui ne sont pas forcément bons à leur âge. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a aussi les pères qui ont parfois accès. Et pourquoi pas moi, sinon je vais sortir du groupe. C'est pareil, c'est là où il faut se dire, j'assume, et peut-être que je me trompe, mais moi je mets les règles qui me paraissent bien. Puis on connaît ses enfants. Il y a la culpabilité derrière oui, mais mettre des règles, ils vont pas être contents, c'est pas grave, ils vont transgresser, mais ils ont un repère. Ils vont essayer. Alors la famille Link, bien avant ses 15 ans, ma grande, elle a trouvé le tuto sur YouTube, comment contourner le truc. Je m'en suis rendu compte parce qu'une nuit, à 3h du matin, il y avait la lumière, elle travaillait, elle rendait son rapport de stage. Donc voilà, ils y arrivent forcément, mais ils ont un cadre. Et c'est pareil, il y a des choses, je pense que voilà, le téléphone portable, c'est pas un journal intime. Le premier truc que je vais aller regarder, s'il y a un truc qui va pas, c'est ça. C'est qu'est-ce que tu fais et voilà, si tu veux un journal intime, tu mets les choses ailleurs, mais pas sur l'outil numérique que tout le monde peut voir. Donc il n'y a pas de réponse absolue, chacun fait comme il peut, avec ce qu'il est. Et puis là, on arrive sur des générations d'enfants où les parents ont grandi comme ça et sont tout le temps avec... ça posera encore pour nous, pour guider, pour d'autres... Mais il faut en tout cas essayer, poser un cadre, même si c'est pas le bon, c'est déjà ça. Voilà. Après, c'est plus compliqué. Voilà, quand on est des parents puis qu'on essaye, les ados ont de la chance. C'est plus compliqué pour nos ados qui malheureusement n'ont pas ces repères-là. Donc en soi, on a tous transgressé. C'est ça, ça fait partie du jeu. Mais pour transgresser, il faut qu'il y ait des règles. S'il n'y a pas de règles, il n'y a rien à transgresser. Et donc on va aller chercher ailleurs et de plus en plus loin.
Donc après, il y a plein de ressources. Alors l'entourage, j'insiste, parce que l'entourage, que ce soit les parents, les adultes, eh ben, c'est dans les études CopyPrev là, récentes, à 67% efficace pour les gens, contre 50% pour la psychothérapie. Donc l'entourage est important. Il y a plein de numéros d'écoute, donc le 3114 prévention suicide, le 3018 ça regroupe maintenant 3018, 3021, il y a harcèlement, puis harcèlement, cyberharcèlement, enfin, donc c'est le même numéro maintenant, 119 pour l'enfance en danger. Après ils sont tous en lien, ces numéros-là, en fait si on en fait un, ils rebasculent sur l'autre. Et même le 15, le SAMU, si on appelle, il rebascule comme il faut. Fil Santé Jeune, qui a aussi l'avantage d'avoir un site internet avec un chat pour les ados. Et CNAE qui vient de sortir, donc ça c'est le numéro étudiant, des lieux ressources, la maison des adolescents bien sûr, les centres médico-psychologiques, CMPP, le XAPA donc pour les addictions, donc ce sont nos voisins, après ils peuvent venir à nos ados et on les prend par la main, ils vont au XAPA. Le CJ qui est aussi à côté, donc le centre de dépistage. Et puis donc, le dispositif Parcours Mon Psy qui est en place depuis, on a quand même 4 psychologues sur Saint-Quentin qui adhèrent à ce dispositif. Donc en passant par le médecin traitant, en étant adressé, on peut avoir une prise en charge, 2 séances de psychothérapie voilà, sur renouvelable. Donc ça peut déjà aider voilà, pour des troubles légers. Voilà, je vais laisser la parole au docteur Farah. Donc, bonjour, je me présente Dr Farah, je suis PhD de psychiatre sur le PSM de l'Aisne, je suis responsable de 2 unités d'hospitalisation temps plein sur Prément-Trémen, donc l'unité des enfants de moins de 12 ans, des enfants, et l'unité des ados, parce qu'on parle des ados donc on y est, donc à partir de 12 ans, pour le moment nous jusqu'à 17 ans, et je pense qu'on va pousser jusqu'à 18 ans, et dans des études ils partent jusqu'à 19 ans, donc il y a d'autres structures aussi qui parlent des 16-25 ans, voilà, donc l'adolescence qui se prolonge, à quel âge vraiment l'adulte, à quel âge la maturation neurologique, etc. Parce qu'on a parlé des toxiques et d'éviter jusqu'à 25 ans parce qu'il n'y a pas encore la maturation neurologique. Donc voilà, donc, entre maturation, entre développement du corps, etc., c'est pas évident. Donc on parle plutôt de santé mentale parce qu'à un certain moment on parle plus de psychiatrie, donc on peut parler plutôt de santé mentale, et ça c'est depuis quelques années quand même, le bien-être, voilà, surtout d'ordre psychique. Donc on va développer un petit peu tout ça. Donc c'est des statistiques un peu à d'ordre mondial, donc il y a 1 jeune sur 7 qui souffre quand même de troubles mentaux dans le monde. Voilà. Donc, mais en France on n'est pas trop loin par rapport à ça. La dépression, l'anxiété, les troubles du comportement, c'est ce qu'on voit un peu de plus parmi les principales causes de morbidité et d'invalidité chez les adolescents. On parle quand même du suicide, c'est la 4e cause de mortalité chez les jeunes qui sont âgés quand même de 15 à 19 ans. On parle aussi des conséquences à l'âge adulte. Les adolescents souffrant de troubles mentaux sont exposés à l'exclusion sociale, la discrimination, la stigmatisation, ainsi qu'aux difficultés éducatives, aux comportements à risque, ainsi qu'aux problèmes de santé physique. Alors, les déterminants de la santé mentale, donc il y a les conditions de vie, la stigmatisation, la discrimination, l'exclusion, le manque d'accès à un accompagnement, à des services de qualité. Donc l'adolescent vivant dans des situations de crise humanitaire et de fragilité, l'adolescent souffrant de maladies chroniques, je pense que vous voyez un peu en pédiatrie, de troubles du spectre autistique, d'un handicap intellectuel ou d'autres troubles neurologiques. On trouve aussi, donc on parle des adolescentes quand même enceintes, des parents adolescents, des adolescents mariés de force ou à un âge précoce, les orphelins, l'adolescent issu de minorités ethniques ou sexuelles ou d'autres groupes victimes de discrimination. On va parler d'une grande ligne un peu des principaux troubles qu'on croise, les troubles émotionnels. Parmi les troubles émotionnels, donc on a les troubles anxieux qu'on peut englober, soit les attaques de panique, soit les troubles anxieux en général, soit les TAG, enfin voilà, donc il y a tout ça, les TOC, les stress post-traumatiques, qui représentent quand même 3,6 des jeunes de 10 à 14 ans et de 4,6 des jeunes de 15 à 19 ans. La dépression, ça représente
un peu plus d'1% des adolescents âgés de 10 à 14 ans et de 2,8% des adolescents âgés de 15 à 19 ans. Alors les répercussions de ces troubles émotionnels, c'est un peu l'absentisme, le déclin scolaire, les replis sur soi et le risque, c'est le risque suicidaire. On parle beaucoup chez les ados des troubles du comportement. Les plus fréquents chez les jeunes adolescents, c'est plutôt donc les TDAH, le trouble difficile de l'attention avec hyperactivité, qui représente 3,1% des jeunes de 10 à 14 ans et de 2,4% des jeunes de 15 à 19 ans. Il y a des troubles des conduites. On peut parler de troubles des conduites mal socialisés, soit au domaine familial, soit scolaire. Voilà, donc ça regroupe beaucoup de choses. C'est 3,6% des jeunes âgés de 10 à 14 ans et 2,4% des jeunes âgés de 15 à 19 ans. Parmi les troubles des conduites, troubles du comportement, c'est principalement le motif d'hospitalisation. Je ne parle pas pour vous montrer, donc c'est le principal motif d'hospitalisation. Les troubles de l'alimentation, celui de docteur Loiseau. Donc il y a l'anorexie mentale et boulimie qu'on voit beaucoup chez les jeunes, surtout en fin d'adolescence et début de l'âge adulte. Donc c'est des troubles du comportement alimentaire anormal avec une préoccupation excessive pour la nature et l'image aussi du corps qui perturbe tout ça. Les préoccupations concernant le poids, la forme du corps, les conséquences, je pense que vous voyez plus en pédiatrie par rapport à la dénutrition, la mort prématurée. Pour la psychiatrie, c'est plus le risque suicidaire. C'est un peu les deux causes. La prise en charge conjointe, plus avec le pédiatre et le psychiatre. Un volet somatique, un volet pédopsychiatrique, et le risque c'est le risque suicidaire dans ces situations. Donc la psychose, c'est plutôt l'entrée en psychose, généralement en fin de l'âge de l'entrée de la psychose en fin de l'âge de l'adolescence. Parmi les symptômes de psychose, c'est les hallucinations, les idées délirantes, qui peuvent être accélérées par la prise de toxiques et notamment le cannabis. Le cannabis, ça permet dommage un peu de parler, voilà, c'est un accélérateur d'entrée en psychose à long terme. Donc ils apparaissent le plus souvent à la fin de l'adolescence, ça fait été dit, donc qui est plutôt vers le début de l'âge adulte. Alors on parle beaucoup de suicide chez les ados, donc comme c'est la quatrième cause, avec les automutilations qu'on voit fréquentes, qu'on ne voyait pas avant, je pense, chez les ados. C'est plutôt les troubles anxieux qui génèrent un peu ces automutilations, des scarifications, des rectifications profondes. C'est considéré quand même en pédopsie, c'est des équivalents comme ça, suicidaires aussi, à prendre quand même en compte parce qu'il y a un risque de passage à l'acte. Le facteur donc, de risque de suicide, c'est surtout la consommation d'alcool qu'on voit chez les jeunes, la maltraitance, la stigmatisation et la dépression. Donc, on parle des addictions, donc il y a le tabac, je pense qu'on voit beaucoup, le cannabis ainsi que l'alcool. De nombreux fumeurs adultes ont consommé leur première cigarette avant l'âge de 18 ans. Le cannabis, quand même, c'est une substance psychoactive le plus consommée chez les jeunes, donc il y a environ 4,5 chez les 15-16 ans et qui ont consommé quand même au moins une fois avant 15 ans. La consommation occasionnelle et de fortes quantités d'alcool chez les ados âgés de 15 à 19 ans, qui est à peu près de 13,6%. C'est des chiffres en 2007. Le risque est plus élevé chez les garçons que chez les filles. Alors au niveau de détection, traitement précoce et prévention, donc, il est fondamental de répondre aux besoins des adolescents présentant des troubles mentaux. Éviter le placement, c'est ce qu'on voit tout de suite, c'est le placement en institution. La surmédicalisation des adolescents, on ne cherche même pas d'alternative avant, c'est plus médicalisé, un traitement avec recherche d'effets secondaires et comme c'est des neuroleptiques ou autres, avec des effets aussi somatiques et surveillance. Donc, la priorité aux approches, voilà ce que tu viens de dire, donc plus non pharmacologique et respecter les droits quand même des enfants. Un volet de prévention, donc renforcer la capacité de chacun à gérer ses propres émotions, trouver davantage de solutions alternatives au comportement à risque et plutôt développer la résilience avant de faire face à des situations difficiles. La résilience, c'est pas évident chez les ados, ça dépend aussi de la cognition. Voilà pour ma part.
Bon, nous, une fois qu'on a eu toute cette belle présentation, on a fini sur un point clé précédemment, la prévention. Donc il faut savoir qu'à la Maison des adolescents de l'Aisne, nous, on va plutôt se placer comme des acteurs de prévention essentiellement, de détection, d'accompagnement, afin d'éviter ou de ralentir ou d'accompagner les difficultés, les situations pour les résorber. Santé mentale, alors j'ai entendu ce que nous disent les docteurs, on va dire santé mentale et bien-être. Moi j'aime bien dire que dans la santé mentale il y a 3 piliers fondamentaux, on peut toujours en discuter. On a vu avec Claire Loiseau, elle nous a parlé de la détresse psychologique, on vient de voir les pathologies, les principales pathologies avec le docteur Farah. Et je pense qu'il y a aussi un levier, c'est le bien-être, la prévention, la préparation, la sensibilisation. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec nos moyens, dans la juste mesure d'accompagner. Donc il faut savoir que la Maison des adolescents, les grands principes, je ne reviendrai pas dessus, ce sont les jeunes de 11 à 25 ans. Vous avez été sensibilisés sur le fait que les parents, les proches ont un rôle à jouer avant même les médicaments, avant même l'accompagnement institutionnel au sens très large. Donc c'est pour ça que nous, à la Maison des adolescents, on prend aussi en compte la famille et les proches. Et on se voit, je pense, de plus en plus, même si ça arrive, il y a de plus en plus d'études sur la santé mentale, il y a de plus en plus de professionnels de santé aussi qui souhaitent et qui veulent s'en emparer. Donc on est là aussi pour sensibiliser les professionnels de santé au sens large, les professionnels de l'environnement du monde adolescent, je dirais, de façon plus générale et plus globale. L'ambition principale, c'est de rester quand même un accueil généraliste. C'est-à-dire que partir du principe que quand un adolescent, ou quand vous envoyez, vous êtes parents, vous posez des questions, vous venez, on ne doit pas on ne souhaite pas vous répondre que c'est pas chez nous que ça se passe. Donc on souhaite avoir cet accueil généraliste. Après, libre à nous de travailler avec les partenaires, bien évidemment, pour vous orienter vers des parcours plus ou moins spécialisés qui répondront surtout à vos besoins. C'est une réponse qualifiée de qualité qu'on essaye d'apporter, donc de l'écoute, de l'information, de l'orientation. Et quand on parle d'orientation, on essaye, grâce aux différents partenaires, à la ville de Saint-Quentin, mais je regarde aussi la médiatrice santé, qui s'occupe de toutes les problématiques que nous on peut avoir avec des adolescents qui ont besoin d'un accompagnement, mais qui n'ont malheureusement pas de carte vitale à jour, voire même pas du tout de carte vitale, et c'est comme ça. Et ce sont des relais importants qui évitent pour nous la rupture du premier parcours, du premier lien. Si vous allez voir un ado, qu'on lui dit ta carte vitale elle est juste pas à jour et qu'on lui donne un petit papier, qu'on lui dit appelle au 3646, je vous donne mon mail, est-ce qu'il appellera le 3646? Je ne pense pas. Alors certains, oui, mais voilà, il faut impulser ça, et nous sommes là pour ça. Et enfin, offrir une orientation adaptée, puisque, bien évidemment, on sait très bien que toutes les institutions, je ne dirais pas sont engorgées, mais on a tous des prérogatives, des manières de faire. Donc on a aussi des spécialistes, on va le voir sur place pour prendre en charge directement, soit parce que l'offre est indisponible, peu disponible et il faut attendre, il faut patienter, faire un tampon, et c'est notre rôle avant de les orienter, soit les prendre en charge directement de courte durée, inférieure à 1 an, et essayer de travailler avec une vision 360 degrés. Et on s'appuie bien sûr sur l'espace pluridisciplinaire que nous avons. Je vais vous présenter les différents acteurs, et on vient de parler des partenariats qui se mettent en place à la Maison des adolescents. Avant de passer, on est situé place Arnaud Bisson, en bas de la rue Émile Zola. Voilà, on a des locaux, venez les visiter, magnifiques. Faut le dire, magnifique. Voilà, on n'a pas le droit de le dire, mais des fois quand on se balade, on regarde ce qui se passe aussi chez nous, on part, et on a des superbes locaux qui nous ont été mis à disposition par la ville de Saint-Quentin, qui sont idéalement situés à 5 minutes du centre-ville, à 5 minutes des offres aussi, besoin d'aller en mairie, besoin d'aller voir la médiatrice sociale, besoin d'un accompagnement, je pense à l'égalité, la maison de l'égalité et du droit, entre autres, vraiment tout est à proximité, vous pouvez y aller en bus, à pied quand même, et c'est pas à la vue de tout le monde, puisqu'on essaie quand même de garder ce fondement
d'anonymat ou on va dire, de confidentialité des choses. Il faut savoir que le seul point important à retenir à la Maison des Adolescents, je pense que c'est surtout que c'est gratuit, certes, mais c'est libre. Voilà, on ne peut pas forcer. C'est un choix, il y en a qui prennent en charge, qui accompagnent, qui... Voilà. Nous, il faut savoir qu'on part du principe que c'est l'adolescent, les parents eux-mêmes, les premiers concernés. Faire le pas, faire la démarche, c'est déjà commencer à s'offrir le parcours qu'on mérite pour un mieux-être et pour un bien-être en termes de prise en charge. Donc il faut savoir que l'équipe pluridisciplinaire, c'est pas mal de partenaires. Beaucoup de partenaires. Il faut savoir que ça s'est créé sur des constellations de partenaires qui portent différentes politiques publiques. Et nous avons l'Agence régionale de santé, bien sûr, la ville de Saint-Quentin. Voilà. Nous avons Prémontré qui est aussi présent également. Je vais le faire maintenant. Oui. Je vais les faire maintenant. Le centre hospitalier de Saint-Quentin. Alors, le centre hospitalier de Saint-Quentin, voilà, je pense que c'est une bonne chose, puisqu'on a des difficultés, on sait, en termes de démographie de professionnels de santé, d'être porté par un centre hospitalier. Ça ne fait pas tout, mais ça aide bien, je pense, que ça donne de la plus-value aux choses. Nous avons l'éducation nationale avec Emeline qui vous fera une présentation, Madame Lapierre qui vous fera une présentation tout à l'heure, notre enseignante, et je ne pense avoir oublié personne, les caisses de sécurité sociale pour terminer, notamment la caisse d'allocation familiale, où nous voulons et nous souhaitons travailler un volet parentalité également, comme nous avons débuté, je pense, d'ici la fin de l'année pour travailler avec eux sur ce volet éducatif et parentalité. Et je ferai aussi une petite insiste, puisqu'on a parlé de mon parcours psy, pour souligner l'application du service de prévention de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, avec qui on travaille depuis le début. Donc, qui nous offre aussi certaines opportunités en termes de prévention et de partenariat. Donc, je vais le souligner aujourd'hui et maintenant. Donc, on a vu la dimension. Donc, vous avez à disposition une psychologue, Madame Frévy, qui est à 100% chez nous. Nous avons un agent d'accueil et d'orientation, Geoffrey. On a eu de la chance quand même de pouvoir débaucher d'une association d'aide aux victimes. C'est quand même une aide. C'est quand même ce qu'on a recherché, c'est de l'ouverture, de la bienveillance. Ce sont aussi des compétences qu'on peut développer ou qu'on acquiert. Donc, je tiens une seule, c'est normal, pardonnez-moi. On a notre éducateur spécialisé, monsieur Anthony Cazé, qui a été mis à disposition par le conseil départemental de l'Aisne, voilà, qui est juste derrière, si vous voulez identifier son visage. Moi, je trouve que c'est bien de mettre un visage sur les différents noms. J'avais oublié, bon, je m'en excuse, mais c'est pas l'éducatrice PJJ, protection judiciaire de la jeunesse, je ne les ai pas cités précédemment, mais qui intervient à 20%. Alors, on parle toujours du bien-être, on voit toujours les petites difficultés, les amourettes. On voit aussi des choses plus graves à la maison des adolescents. Il ne faut pas les taire, il faut les prendre en charge. Et je pense que d'avoir une éducatrice protection judiciaire de la jeunesse, c'est important. Sur les dépôts de plainte, sur comment ça se passe un dépôt de plainte, c'est facile à déporter plainte. Mais qu'est-ce qu'on appelle à déporter plainte? Et derrière, qu'est-ce qui se passe? On a besoin aussi d'avoir de la visibilité, d'être assuré. Je pense qu'elle nous permet ça par son expertise métier, cette prise en charge-là, cette bienveillance et parfois cette dédramatisation des choses, puisqu'on arrive des fois sur des choses qui peuvent être très graves, des violences intrafamiliales, des viols dans une classe, malheureusement, cela arrive, donc on est content. Donc Madame Lapierre est avec nous. Et après, nous avons une équipe d'infirmiers et un cadre de santé. Donc ça, c'est le centre hospitalier de Saint-Quentin. Nous avons des infirmiers les lundis et les jeudis qui sont présents, avec une orientation psychiatrie. Alors on sait que la psychiatrie peut faire peur, donc on évite de dire aux adolescents, bien sûr, que c'est un infirmier psychiatre. Qu'importe que ce soit un infirmier psychiatrique, ils ont des compétences pour évaluer tous les troubles qu'on a, peut au moins vous présenter, au moins faire un premier bilan. Ils ne posent pas de diagnostic, c'est pas leur boulot, mais c'est déjà une
première étape sur certaines interrogations, et des fois ça permet de repartir les parents un peu plus soulagés ou de pouvoir voir une suite sur ce qui se passe et sur les événements. Nous avons notre médecin coordonnateur pédiatre Claire Loiseau, vous avez moi en tant que coordonnateur de tout ça, et nous avons aussi un investissement de prémontré concernant la pédopsychiatrie pour faire des liens et des liaisons dès qu'on en a besoin. Alors tout n'est pas psychiatrie, ça on est bien d'accord. Le seul problème c'est que quand on en a besoin et qu'on toque, à un moment donné, quand c'est de la psychiatrie, il faut pouvoir, avoir cette liaison-là, il faut pouvoir travailler ensemble. Donc je les remercie à ce titre-là pour leur engagement et de la psychologue et de toute la pédopsychiatrie derrière, que ce soit sur le CMP de Saint-Quentin ou de Verdun. L'organisation générale, je vous ai déjà présenté nos principaux contributeurs, je les ai remis en bas. Alors là j'ai mis les contributeurs et financeurs, je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui. L'important c'est que vous pouvez voir que tous les acteurs sont à pied d'œuvre sur toutes les politiques, on fait des liens, c'est une prise en charge 360 degrés si je devais le présenter comme ça. Et l'avantage de la maison des adolescents, puisqu'on parlait des problèmes de stigmatisation et autres, c'est vous allez au centre hospitalier, c'est la blouse blanche et vous nous gardez. Vous allez au CMP, c'est ou non, le plus simple, c'est combien de fois on a entendu ah non mais moi mon enfant il va pas voir la psychologue, il n'est pas fou. C'est pas parce qu'on va voir une psychologue qu'on est fou. Donc le fait qu'il n'y ait pas cette barrière, ce logo MDA, Maison des Ados, c'est pas rendez-vous au palais de justice à telle heure ou rendez-vous en mairie avec toutes les connotations, qu'elles soient fondées ou non d'ailleurs, institutionnelles ou pas, et c'est ce qu'ont voulu créer les acteurs, et notamment la ville de Saint-Quentin, puisque la ville de Saint-Quentin a quand même poussé depuis un moment, et il faut le dire, et je le dis là ce soir, pour que ça puisse s'ouvrir, donc c'est bien aussi de le souligner. Voilà, de ce côté-là. Pour l'organisation générale, on est ouvert du lundi au vendredi, de 10h à 13h et de 14h à 18h. Nous sommes tout venants, c'est-à-dire que vous pouvez venir nous voir sans rendez-vous. On est organisé pour, il n'y a aucun problème. Vous pouvez venir les lundis après-midi de 14h à 18h, les vendredis de 14h à 18h et le mercredi toute la journée de 10h à 13h et de 14h à 18h. On a décalé les horaires du matin pour avoir une période des horaires qui se chevauchent sur la période sur le midi, pour pouvoir faciliter les prises de rendez-vous, notamment pour les parents. C'est toujours, on a essayé, c'est toujours gênant quand vous devez refaire une pièce d'identité ou quelque part de poser un demi-RTT. On voulait lever ce frein-là qui n'est pas négligeable, et de toute façon, les ados viennent plus en fin de journée, voire plutôt que le matin à 8h. Donc, non mais c'est une réalité, je ne stigmatise pas, ils nous le disent en plus. 10h c'est bien, c'est déjà un peu... ça dépend, hein. Ça dépend, oui mais pas trop. Oubliez la montée en charge progressive, et nous avons les autres créneaux de disponibles. On prend des rendez-vous pour deux points que je veux souligner. Pourquoi on est organisé comme ça? C'est parce que pour prendre en charge de manière efficace, généraliste, et pouvoir répondre aux besoins de chacun, il faut du temps, et du temps partenaire, et ça se travaille. Demain, on peut tous être partenaires, il suffit de se dire bonjour, on s'est croisés. Non, c'est comment on construit pour l'adolescent, pour la famille et pour les proches. Qu'est-ce qu'ils ont besoin demain, comment on doit travailler ensemble, et ça c'est du temps. Et c'est aussi permettre à tous nos réseaux partenariats, comme Multicité ici ce soir, de nous appeler, de pouvoir avoir une réponse rapidement. Je pense qu'on répond, on verra les statistiques, mais dans les 48-72 heures, vous avez quand même un rendez-vous, un premier rendez-vous à la maison des adolescents. Et tous les vendredis matins, nous faisons une réunion d'intervision pluridisciplinaire dirigée par le docteur Loiseau sur les orientations adéquates qui seraient amenées selon telle ou telle situation. Alors tout n'est pas situation complexe bien évidemment, mais quand les choses se posent, on est quand même plusieurs professionnels et il est arrivé que des partenaires comme le pôle jeunesse se présentent. Dès que c'est un cas particulier qu'on doit non pas lever des freins, mais au moins transmettre l'information, être alerte ensemble, on prend le temps de prendre le
contact avec les partenaires et de les inviter à se rencontrer pour le bien de l'adolescent et de la famille. Voilà, donc ceci étant dit, il est toujours bien de savoir ce que ça a donné au bout d'un an. Donc je vais laisser la parole maintenant à M. Boulan qui nous a préparé de belles statistiques. Vous présentez les tenants et les aboutissants d'une année d'exercice 2023 de la Maison des Adolescents de l'Aisne. Merci Thierry. Alors en effet on a fait un bilan statistique en début d'année sur l'année du coup 2023. Alors, je n'ai pas dit plein de chiffres justement. Alors en fait ça représente 388 jeunes, dont 20 par an, qui ont franchi, qui ont sollicité du coup, la Maison des Adolescents sur l'année 2023. Alors donc là vous avez notamment un petit graphique qui représente la part des spécialistes, des intervenants de la Maison des Adolescents qui ont été sollicités sur l'année 2023. On peut voir notamment une part de monsieur Casier du coup l'éducation spécialisée qui est là à 38,55%, la psychologie qui a aussi une part de 43%, mais aussi notamment donc pour l'accueillant et l'orientation, c'est les premiers rendez-vous, on présente les maisons adolescents, on recueille l'information et après on dispatche vers les bons professionnels ou les bonnes institutions, les bons partenaires. Donc l'éducation avec Mme Lapierre notamment, l'accompagnement PJJ, donc la PJJ, l'évaluation des infirmiers, les IDE, et ensuite le volet santé avec Dr Loiseau, les parcours complexes notamment avec Simon qui en appuie et qui fait le lien en partenariat sur les situations beaucoup plus complexes. Donc voilà, on voit que vraiment c'est une répartition globale très équilibrée, parce que vraiment c'est vraiment la pluridisciplinarité, c'est que tout le monde est sollicité, on va dire, à part les élèves, on va dire. On fonctionne notamment en individualité, mais aussi en collectif, la maison adolescente. Donc ça représente des ateliers de suivi, notamment sur les ateliers d'éducatifs, notamment enseignement. Là, on a réalisé 45 ateliers sur l'année 2023. On a aussi des actions collectives orientées partenaires. Donc ça va être des sessions partenariales dans lesquelles on va mettre en place des ateliers avec le partenaire. Donc ça va être de la sensibilisation, ça va être comme là en photo, c'est avec l'EHPAD de Victor Hugo du Centre hospitalier de Saint-Quentin, dans lequel on a fait un grand projet intergénérationnel aussi. Voilà. Le but c'est vraiment d'accompagner, d'écouter, d'orienter ces adolescents et de répondre à leurs besoins en fait. Donc sur la part des 388 suivis, à savoir qu'on a 54% de filles et 46% de garçons. Pardon d'interrompre, est-ce que vous avez des demandes en matière d'insertion socio-professionnelle? Parce que dans ce que vous avez présenté, vous savez que la mission locale existe et que nous travaillons avec des jeunes de 16 à 25 ans et sommes sur les champs de l'insertion socio-professionnelle. Oui. Donc, ça peut être intéressant de rencontrer des équipes dédiées de manière à ce que... Oui, tout à fait. Oui, il y a eu notamment, je pense que M. Cazet vous expliquera après, dans ses missions, ça va être une partie de ses missions, notamment tout ce champ d'insertion professionnelle et sociale, en fait, notamment. Donc en effet, on n'a pas parlé de la mission locale, qui est un de nos grands partenaires, en effet, on est sur les mêmes champs d'âge, beaucoup de tranches d'âge. Donc voilà, je vous expliquais les actions partenariales, notamment avec les ateliers, mais aussi des actions de plus grande ampleur. Notamment, on a fait sport et santé mentale l'été dernier, sur 3 mois, avec ALM Sport Formation. On a donc le projet intergénérationnel qu'on a réalisé avec l'EHPAD Victor Hugo. On a participé à la course de PSMDA avec le centre EPID avec lequel on travaille beaucoup en partenariat aussi, parce que justement c'est une tranche d'âge dans laquelle aussi on colle aussi. Tout ce qui va être action de forum, j'ai plus les chiffres, mais on l'a fait encore aujourd'hui d'ailleurs. Ouais, voilà, on essaye vraiment de s'investir, de se faire connaître. Bon, la première année, ça a été ça, se faire connaître du public, aussi des institutions, mais aussi du public directement. Donc ça va être dans les quartiers directement, donc quartier Europe où on a assisté, ici notamment, on a fait la fête du quartier, quartier Neuville auquel on a encore été cette année, aussi à la fête du quartier, on a essayé d'être partout notamment. Les journées aussi thématiques organisées, que ce soit par la collectivité, notamment de Saint-Quentin, ou les collèges, les lycées aussi. C'était notamment sur le harcèlement l'année dernière.
Voilà, et on a du coup dans le public les professionnels du monde de l'adolescent. Donc pour ça, en fait, pour ce volet, on organise, notamment Madame Lapierre organise des cafés, des CPE et des infirmières éducation sociale et assistante sociale aussi. C'est des événements qui sont déroulés l'année dernière, mais aussi la grande journée anniversaire de la maison de l'adolescent, pour laquelle on a célébré nos 1 an avec une conférence débat qui s'est déroulée au casino de Saint-Quentin, où là, des professionnels de santé, social et éducatifs ont pu notamment faire des conférences sur la thématique de l'adolescence. Donc voilà sur tout ce qui va être les actions qu'on a menées l'année dernière. Donc là, le mieux, je pense, c'est de laisser la parole aussi aux jeunes, notamment. Donc voilà. Je m'appelle James, j'ai 19 ans. Je cherche un emploi et je suis suivie par la mission locale, donc je fais souvent des démarches de mes semaines. Je m'appelle Julien Épillet, j'ai 15 ans, je suis de lycée Henri Martin en donc depuis le début de cette année. J'aime jouer aux jeux de cartes, le théâtre et les jeux vidéo. Je m'appelle Arménie, j'ai 13 ans, je suis en 4e, j'habite à Saint-Quentin et j'adore jouer avec mes amis. Je m'appelle Thibaut, j'ai 18 ans, mon projet c'est d'être ambulancier. Donc là je suis à l'EPID depuis novembre 2022, donc je suis en reconversion professionnelle pour être ambulancier. Je me présente, je m'appelle Rafik, j'ai 17 ans et je viens des Ardennes. Bonjour, je m'appelle Liam, j'ai 19 ans, je suis suivie par la MDA et je suis intéressée par tout ce qui touche à l'art. Voilà, je m'appelle Ryan Matveyev, j'ai 23 ans, je suis à l'EPIC parce que j'avais besoin de changer de style graphique pour mon travail et je suis à la recherche d'un emploi en boulangerie. Je m'appelle Alicia, j'ai 17 ans, j'habite à Chalon-en-Champagne et je suis actuellement à l'EPIC de Saint-Quentin pour un projet uniforme. Reprendre un cadre, une bonne hygiène de vie et pour avancer dans mes projets professionnels. J'étais boulanger et donc pour être ambulancier, donc il me faut le permis. Donc l'EPID aide vraiment pour le permis. Donc j'ai payé 150 € et l'EPID met le reste. J'ai poussé la porte pour accompagner mon copain qui avait besoin de la MDA et moi j'y vais pour l'accompagner, pour parler avec les gens de la MDA et c'est très instructif et constructif. Oui, déjà vu, il y a d'énormes problèmes pour la gestion de la colère. Aujourd'hui, j'en ai encore. C'est des problèmes avec les gens de ma classe, au collège, les gens en général. J'ai besoin aussi d'accompagnement pour qu'ils m'accompagnent jusqu'au bout dans mon projet uniforme, qui est un projet militaire. Et puis ils ont l'accompagnement qu'il faut, ils nous aident au niveau des tests psycho, des tests sportifs, et ils ont en plus aussi une finance com et ils nous accompagnent pour le permis aussi. Pour une solution de logement, car dans mon bassin où j'étais avant dans les Ardennes, j'ai déjà fait le tour et je ne trouve pas. Et du coup, je suis venu à l'EPID pour une solution de logement. Pour un accompagnement pour me remettre à niveau en anglais et en français et en maths. J'ai ressenti que j'avais quelques freins au niveau professionnel qui étaient liés à ma santé mentale et du coup j'ai décidé de pousser les portes de la MDA pour cette raison. Pour ma santé mentale et ce qui s'est passé. D'accord. Santé mentale, du coup qu'est-ce que tu ressentais? La tristesse.
de se comprendre, prendre ce qui se passe autour de lui, savoir trouver les mots adéquats ou quoi à la situation sur le tour. Donc tout ça, voir ce qu'on trouve, les contenir, pas trop en faire, pas ne pas en faire, être dans le juste milieu. Le moule entre guillemets. La mobilité, je pense. D'accord. Et 17 ans, t'as permis. Ça t'empêche du coup de bouger, de trouver du travail. Ouais. Voilà, pour moi, les plus grandes difficultés d'un jeune en 2023, c'est le permis. C'est de s'assumer comme on est et juste de ne pas faire attention à la vie des gens, de penser d'abord à soi plutôt qu'aux autres. En 2023, beaucoup de jeunes ont du mal à faire face à l'anxiété et à l'angoisse. Et je pense que c'est un réel problème à l'heure actuelle. C'est de trouver un travail si on n'a pas de diplôme. Venir à la maison des adolescents, ça va vous aider. C'est souriant, il y a beaucoup d'aide. Pour un jeune qui ne serait pas venir à l'EPID et qui est à la recherche d'un travail tout court, moi je pense que ces jeunes devraient franchir le pas de l'EPID, car l'EPID apporte quand même, ils ont quand même un bon... c'est un bon aide. Je dirais que c'est un lieu très bienveillant et très ouvert et qu'il n'y a pas réellement de crainte à avoir par rapport à ça. Qu'il peut venir à la MDA parce que c'est un endroit accueillant, sans jugement, que c'est un endroit qui apporte réconfort et bien-être. On est entouré d'une bonne humanité à la MDA. Qu'il faut quand même tester de rentrer à l'EPID. On a une semaine d'intégration où ils vont voir tout ce qui est personnes du CODIA, etc. Donc les principales entre guillemets, etc. Qui viennent déjà découvrir et puis par la suite peut-être qu'ils trouveront un travail. Déjà c'est plein de gens qui sont faits pour nous conseiller, nous aider, nous écouter tout en restant neutre à la situation. Ne pas prendre de part entier. Il donne les bons conseils, c'est au bon moment. Avec une femme, des enfants, une voiture, une maison. Voilà, simple. Un studio, un appart, 15 mètres, 20 mètres carrés, de quoi faire un manger, de quoi vivre, pour avoir de petites dépenses, investir mon argent pour l'encombrer plus tard. Dans 10 ans, je m'imagine bien avoir construit ma propre crèche avec les personnes qui m'entourent et travailler, apporter mon savoir. Je pense que j'ai une bonne situation et je serai déjà à fond dans le projet. Être infirmière et avoir un chien. Pas trop ma boîte. Un boulanger et voilà. Dans 10 ans, je m'imagine sur une scène à faire ce que j'aime et à chanter. Ambulancier et puis retourner à ma vie d'avant, donc à Nice. Si j'avais une baguette magique et que je pouvais réaliser un vœu, je ferais en sorte que tout le monde puisse réaliser son rêve et vivre de sa passion. Que tout le monde puisse être comme il le souhaite, que les gens soient juste heureux et pensent juste d'abord à eux à la place de penser aux autres. Et les soucis qu'on rencontre pour, par exemple, trouver un appartement, etc. Quand on est jeune, tout ça, il faut quand même bien tout ça pour trouver des appartements, alors qu'on certainement il y en a qui travaillent, etc. Mais il faut quand même des garants. Empêcher Napoléon III de déclencher la guerre de 1870. Que je réussisse.
socialisé de paraître entre guillemets normal? Le problème qui me préoccupe le plus, c'est principalement le jugement d'autrui, alors qui juge juste pour se sentir aimé, alors qu'il ne faut pas du tout faire ça, qu'il faut juste prendre soin de soi, penser à soi et d'abord faire ce genre de choses pour pouvoir être... La retraite peut-être, parce que c'est plus tard. Le stress et l'anxiété, je la gère en rigolant. Je préfère rire que m'attarder sur les détails. Puis vraiment, si vraiment je suis vraiment anxieux ou vraiment stressé, je vais m'isoler, puis j'essaie de me calmer tout seul. Je me tourne à la rigolade, on va dire. On va voir. Non, pas tant que ça va. Tu rêves quelque chose, c'est bien si je me montre, tant pis. Comment je gère le stress? Je sais pas du tout, mais parce qu'en général, je me stresse pas pour les choses. Je fais des choses comme j'ai envie et si ça plaît pas aux gens, tant pis. Donc j'ai pas forcément de stress par rapport à ça. Et comment je fais face à ce genre d'émotions quand il y en a? Je compte sur mes proches parce qu'ils sont toujours là pour moi. Et c'est important de bien s'entourer. Aimez-vous comme vous êtes. Venez à la MDA comme vous êtes, il n'y aura pas de jugement et juste acceptez-vous avant d'accepter les autres. J'aime beaucoup ce qu'on fait en ce moment aujourd'hui. J'espère que plus tard je continue dans cette voie progrès. Bonsoir à tout le monde, moi c'est Anthony, du coup je suis éducateur spécialisé de la maison des adolescents. Tout d'abord on rend hommage quand même au BTS audiovisuel Henri Martin avec qui on a fait ce projet et qui ont fait un travail de qualité. Et ça a été pour certains jeunes une réelle épreuve parce qu'on a travaillé avec des jeunes qui étaient en phobie scolaire. Donc déjà de rentrer dans le lycée c'était déjà une épreuve pour eux. Et d'être à la c'était encore plus une épreuve. Ouais. Donc bravo aussi aux jeunes. Donc moi je suis dans l'approche globale que peut proposer la maison des adolescents sur le plan éducatif. Plutôt on est parce que du coup le plan éducatif qui se fait aussi en binôme avec Madame Lapierre, bien évidemment, enseignante et éducatif. Donc on propose cet accompagnement de différentes façons. Tout d'abord avec l'adolescent. Donc on est comment tu reviens en arrière, je ferai. Je vous ai dit, chacun sa spécialité. Moi, je suis éducateur, je ne suis pas informaticien. Ok, super, ça marche. Ok, alors du coup, nous, on propose un accompagnement surtout individuel avec les adolescents. On va avoir deux volets. On va avoir le côté accompagnement de l'adolescent et accompagnement aussi des familles. Parce que on est sollicité aussi par des familles qui viennent parfois sans leur adolescent, parce que c'est de la libre adhésion, donc des fois l'adolescent ne veut pas venir. Mais on répond quand même aux besoins des parents. Donc il y a l'accompagnement individuel. Donc on fournit un soutien individuel aux adolescents en les aidant à faire face à leurs difficultés personnelles, familiales ou sociales. Cela peut impliquer des séances de coaching, des entretiens réguliers ou des activités de développement personnel. Donc, alors dans un premier temps, bien évidemment, l'adolescent vient, on le prend en charge individuellement afin d'identifier ses besoins, s'il ne l'a pas fait. Bien évidemment, quand il vient de lui-même, c'est que déjà il a identifié qu'il avait déjà lui-même des difficultés. Donc,
c'est beaucoup plus facile pour nous déjà de travailler plutôt que de voir un adolescent qui est amené par ses parents et avec lequel il faut déjà travailler sur créer du lien et lui donner envie de revenir. Donc là, quand l'adolescent vient lui-même, c'est déjà beaucoup plus facile. On fait aussi des animations de groupe. On aime bien appeler ça des groupes thérapeutiques pour différencier ça de l'animation. À contrario de l'animation, nous on va essayer de répondre à un besoin sur le moment, c'est-à-dire que dernièrement on a des jeunes filles qui sont venues nous voir parce qu'elles ont des problèmes avec l'image qu'ils ont d'eux dans la classe, dans le miroir plutôt. Elles se sentent moches concrètement. Donc là, quand on a un groupe conséquent de jeunes filles comme ça sur une période qui vient, donc là on se dit il y a un besoin, on va essayer d'y répondre. Et là on fait du coup, on essaie de construire une activité autour de ça, sur les signes de soi, la beauté intérieure, la beauté extérieure, savoir prendre soin de soi et de se sentir belle. On fait de la médiation familiale également, donc on travaille avec les familles d'adolescents pour essayer de répondre aux conflits. Améliorer la communication et renforcer les relations familiales, ça implique des séances de médiation familiale, des conseils parentaux et des séances de travaux parents-enfants. On a vu souvent des parents être, comme disait Claire tout à l'heure, en rupture avec leur adolescent. Ils viennent nous poser des questions, parfois qui nous paraissent tellement banales, comment communiquer avec mon adolescent. Nous, on s'intéresse à savoir aussi comment se passe la vie familiale aussi avec les adolescents. On s'aperçoit que parfois, même la prise de repas ne se fait même plus en famille. Donc voilà les conseils qu'on peut, nous, déjà, on peut apporter, c'est-à-dire déjà identifier ce qui peut, les difficultés éducatives qu'il peut y avoir à la maison. Donc on leur conseille déjà de reprendre le repas tous ensemble. Ce repas est un moment de convivialité où on s'intéresse à son ado, et on s'intéresse vraiment à son ado. On rentre du boulot, on le fait tous. T'as passé une bonne journée? Oui, on n'écoute pas la réponse. Voilà, ça nous rassure. En fait, est-ce qu'on s'intéresse vraiment à leur journée et aux émotions qui ont été ressenties cette journée? Pas vraiment. Donc, le repas, en plus, c'est, comme on leur dit, c'est un moment qui revient chaque jour. Donc ça ne change pas une façon de vivre, voilà, l'organisation, c'est chaque jour on prend le repas, il faut qu'on le fasse avec nos enfants et qu'on s'intéresse à vraiment ce qu'ils ont pu ressentir sur la journée et s'intéresser vraiment à ça. Voilà le genre de médiation familiale qu'on peut faire. Ça peut être aussi sur les écrans, comme disait le docteur Loiseau tout à l'heure. On s'est aperçu que certains parents mettaient des règles, du cadre sur les écrans, mais que eux ne le faisaient pas forcément. Donc quand on arrive à remettre par exemple le repas qu'on vient ensemble et que les parents disent aux enfants ça sera sans télé, sans téléphone, parce que l'éducateur l'a dit. Donc encore on est un point aussi d'ancrage là-dessus, mais que l'enfant revient me voir et me dit ouais, maman, on regarde le TPMP sur la tablette à ce moment-là, donc voilà, on ne comprend plus trop. Donc là on essaie aussi du coup de refaire un peu d'éducatif aussi avec les parents. On le reverra tout à l'heure sur le deuxième point. On fait du suivi scolaire, mais ça je te laisserai ce point-là. Mais on fait aussi de l'aide pour trouver des stages, des emplois. C'était pour répondre du coup à la question de tout à l'heure, bien évidemment qu'on travaille pour ça, nous on n'est pas spécialisé dedans, donc on s'appuie sur nos partenaires du territoire, dont la mission locale, dont le pôle jeunesse également. Souvent on parle de pôle jeunesse qui est plus à même de répondre à ce genre de questions. Et bien évidemment que du coup, on va essayer de les accompagner également. On est aussi sur le champ de la prévention aussi, comme disait Simon, sur toutes les questions de consommation de drogue, de délinquance. Moi j'ai eu la chance d'avoir un parcours professionnel où j'ai commencé à la protection judiciaire de la jeunesse pendant 6 ans et ensuite j'ai basculé sur la protection de l'enfance. Donc toutes les questions de délinquance je connais, je sais faire, je maîtrise. Sur les comportements dangereux, comme le disait aussi le docteur Farah tout à l'heure, en mettant en place l'action de prévention et des stratégies d'intervention. Alors, on fait, pour ces questions-là, on fait beaucoup de groupes de parole. C'est-à-dire qu'on va construire des projets et on le fait toujours avec un partenaire extérieur. On a des compétences qui ont des limites, on va chercher les compétences là où elles sont.
On a fait des groupes de parole sur le harcèlement scolaire avec la police. On a fait aussi des groupes sur la sexualité, toujours avec un partenaire qui maîtrise le sujet. Voilà comment on essaie nous de faire de la prévention en tout cas sur ces questions d'actualité et de troubles à l'adolescence. Bien évidemment, le travail pluridisciplinaire avec les réunions du vendredi matin et tout le panel de professionnels, on essaie de faire des suivis partagés. Comme disait Simon tout à l'heure, l'accompagnement il est éducatif, lui aussi, surtout global. On voit souvent des parents, des adolescents arriver pour une problématique. Nous, quand on creuse derrière, on se rend compte que finalement, on découle plusieurs problématiques et on peut essayer d'y répondre sur un plan plus large et plus global. On fait également la sensibilisation et l'éducation nationale, je laisserai ce point, je ne vais pas dévoiler ta partie, mais on fait aussi l'accompagnement avec les familles. Donc comme je disais tout à l'heure, on a des ados qui n'adhèrent pas au dispositif de la maison d'adolescence, de la libre adhésion. Donc les parents parfois sont démunis, ils me disent mais comment je peux faire? Venez déjà, vous, même si l'ado ne veut pas venir, déjà vous venez et nous on peut tenter de vous soutenir et de vous accompagner. Donc on fournit un soutien déjà émotionnel. Beaucoup de parents souffrent et se disent est-ce que je suis un bon parent? Rassurez-moi, voilà, on essaie de leur dire il n'y a pas de il y a des bons mauvais parents, bien évidemment, quand on est sur des comportements extrêmes, mais être parent, ça ne s'apprend pas, hein, ça s'apprend sur le terrain, et puis on fait tous des erreurs, et puis bien évidemment qu'on essaie de les rassurer sur leur rôle. Ça leur fait du bien, et on a un gros budget mouchoir pour ça, ça pleure beaucoup. Donc on les aide aussi à mieux comprendre et à faire face aux difficultés de leur adolescent. Souvent c'est des questions qui reviennent, le sommeil, les troubles alimentaires, pourquoi est-ce que mon ado c'est normal qu'il se couche à 2h du matin alors qu'il a l'école demain? Non, c'est pas normal. Là on essaie aussi de revenir sur des techniques d'éducation efficaces, les interdictions, le cadre, les heures un rythme de vie. On a eu souvent des adolescents qui vivaient la nuit et dormaient le jour, à un point où on s'est demandé si le cerveau n'avait pas basculé et qu'on devait refaire une éducation un peu comme les bébés, où on leur demandait mais laissez les volets ouverts la journée parce que votre cerveau ne comprend plus rien et on fait une éducation comme ça. Et les parents, on les aide aussi du coup avec des clés comme ça parce qu'ils sont perdus parfois démunis et le comportement de leur adolescent les dépasse complètement. Donc on leur vient aussi en aide sur ce point. On organise des réunions aussi entre les parents et les adolescents. Alors ça c'est beaucoup. Nous les hommes, je suis désolé les hommes qui sont dans la pièce, mais en règle générale on est un peu moins concernés par l'éducation de nos enfants et c'est souvent à la maison d'adolescence des femmes qui viennent avec leurs enfants et qui ont identifié les problèmes et qui viennent chercher des solutions. Beaucoup de familles monoparentales malheureusement, mais aussi des familles recomposées et j'essaye au maximum d'incorporer toute la famille. Quand au bout de 2-3 rendez-vous, je propose à la maman de faire des repas, en général c'est il ne viendra jamais de toute façon, et puis il travaille un coup, et puis après le papa sont tout à fait disponibles, hein. Quand on les sollicite, ils viennent et on remarque que du coup ça recrée une osmose dans la famille et aussi parfois les enfants entendent de leurs parents des choses qu'ils n'ont jamais entendues, comme un je t'aime, je suis fier de toi, par exemple, des choses qui valorisent, et vice versa, des fois les parents entendent de leurs enfants des choses qu'ils n'ont jamais entendues, et voilà, ça recrée un petit peu cette atmosphère familiale, et du coup ça crée un nouvel élan dans la famille en tous les cas. Ça crée des accès, on va dire. Alors bien sûr on fait la liaison avec d'autres professionnels, hein, comme quand on fait l'accompagnement avec les adolescents, les familles aussi. Ça nous est arrivé d'adresser des familles sur l'hôpital avec Madame Cardon qui fait des consultations comment je sais plus normalement médiation familiale, conjugale, pardon, voilà, une conseillère conjugale, excusez-moi. Donc on a déjà orienté pas mal de familles aussi, parce qu'on se rend compte que
parfois aussi des parents viennent pour nous amener leur adolescent, il a un problème, on se rend compte que c'est juste un adolescent, et limite que dans le couple, il y a un problème. Donc voilà, on ne va pas leur dire tout simplement, votre enfant n'a pas de problème, c'est un adolescent, lui il est en confrontation avec vous, lui il a des troubles du sommeil, oui il se rebelle un petit peu, bon voilà, c'est tout, repartez. Donc là on essaie de leur faire comprendre qu'effectivement, peut-être au sein du couple, il y a des comportements qui font que, et l'image aussi que vous donnez du couple, de l'amour, peut-être qu'il y a un accompagnement à avoir aussi, du coup on oriente aussi cette famille vers des professionnels plus adaptés que moi sur la question. Et puis du coup on fait des suivis sur du long terme. On oriente au maximum, mais aussi on peut faire aussi des suivis sur du long terme, afin aussi de poser des vrais objectifs aux ados et aux familles. Et on les revoit régulièrement, toutes les semaines pour certains, d'autres tous les 15 jours, tous les ans, mais pour voir si ce qu'on met en place est tenu à la maison. Par exemple, comme je disais alors, la question des repas, si les parents ont tenu, c'est comme ça que j'ai su que la maman regardait TPMP et qu'elle avait le téléphone, donc on essaie de réadapter, de réajuster comme ça avec des suivis réguliers. C'est là qu'on voit s'il y a une évolution. Et si nous, on est sur la bonne piste, voilà, on n'a pas la science infuse. Moi, comme je dis souvent aux papas, quand ils viennent, je leur dis que voilà, je ne suis pas un donneur de leçons, que voilà, je n'ai pas de baguette magique non plus, je ne suis pas non plus dans le jugement. On essaie de comprendre la situation et d'essayer d'aider au maximum. Donc voilà, on peut aussi réajuster du coup avec ces suivis si on s'est trompé de piste, ça peut nous arriver que l'acte de travail n'est pas le bon et que du coup on se rend compte au bout de 3-4 rendez-vous et on réajuste comme ça. Voilà, pour ma part, du coup je vais laisser la place à madame qui va faire court car c'est l'heure de manger. Merci pour votre écoute. Donc bonjour, je m'appelle Madame Lapierre, je suis enseignante, je suis professeure des écoles en CM1, CM2 à l'école Parimbo, qui est pas très loin d'ici. Et donc depuis janvier dernier, j'ai vu qu'il y avait ce poste-là, sur lequel j'ai postulé pour changer un petit peu, puis pour voir ce qu'était un ado, parce que c'est pas forcément ma spécialité. Donc ce que j'ai apprécié, c'est que dans une classe où une vingtaine d'élèves, on n'a pas forcément le temps de régler tous les problèmes, on doit faire notre programme et s'y tenir, malgré tous les problèmes que les élèves rencontrent de plus en plus jeunes. Avec la maison de l'ado, ce que j'apprécie, c'est que quand un enfant arrive, un jeune, j'ai l'habitude de dire un enfant, mais on a du temps pour lui, on a du temps d'écoute, ce qu'on n'a pas trop à l'école, et on essaie en fait de trouver la solution la plus adaptée à sa problématique. Donc ce qui est vraiment appréciable, c'est de travailler en équipe pour le coup, parce que dans une classe, on se sent souvent seul, avec les gros problèmes qu'on peut rencontrer. Là, pour le coup, c'est complètement différent. Et c'est ce que j'apprécie dans ce nouveau poste. Donc, je vais prendre mon petit papier, parce que je n'ai pas l'habitude de parler à des adultes. Hop. Donc, notre collègue a déjà bien expliqué notre rôle. Un jeune, souvent, il vient nous solliciter et on fait souvent des suivis partagés. Bien souvent, quand un jeune vient à la maison de l'adolescent, la scolarité est souvent entrecoupée, il y a beaucoup d'absences ou en tout cas des problèmes. Donc, c'est à ce moment-là que j'interviens. Donc ce que je fais quand un jeune est en rupture scolaire, je lui propose soit du soutien scolaire. Alors c'est toujours pareil, il faut qu'il y ait une libre adhésion pour que ça puisse fonctionner. Bien souvent il dit oui, mais ça m'est arrivé quand même parfois, même souvent, de pas que le jeune n'honore pas son rendez-vous. Mais vous inquiétez pas, je le rappelle et on s'explique quand même. Mais c'est vrai que c'est des jeunes qui sont en souffrance, donc j'ai appris au bout d'un moment à ne pas être trop exigeante avec ces jeunes-là. Et voilà, et être patiente. Donc je fais du soutien scolaire pour les enfants aussi qui sont exclus, parce qu'il faut savoir, et ça je l'ai appris cette année, qu'un élève qui est exclu pour violence ou pour autre problème, entre le moment où il est exclu et le moment où il retrouve un collège, il peut se passer 2 voire 3 mois. Donc pendant ce temps-là, il n'y a rien qui est fait pour lui.
Et donc moi j'essaie de le rapprocher tant bien que mal. En tout cas je lui propose de venir à la MDA pour pouvoir garder ce lien et pour qu'il garde encore confiance en l'éducation nationale. Ensuite on a des jeunes qui ont plus de 16 ans qui sont complètement déscolarisés, pour qui je propose aussi des remises à niveau, qui sont en demande parce que ils n'ont pas de diplôme, ils se rendent compte que c'est compliqué et ils aimeraient retrouver un petit niveau, ne serait-ce que pour écrire des CV, des choses comme ça. Donc on a des jeunes qui viennent depuis plus d'1 an, qui viennent assez régulièrement pour ce genre de soutien-là. Et puis il y a aussi des jeunes qui viennent parce qu'ils sont incapables d'aller au collège. Donc là par exemple j'ai 3 jeunes de 6e qui sont 2 en hôpital de jour et 1 en attente. Donc pour qui je propose un soutien. Donc je vous avouerai qu'en fait j'ai un peu créé mon poste entre la fiche de poste et puis la réalité, tout n'est pas complètement en adéquation. On s'adapte en fait, on s'adapte avec le public qu'on rencontre. Voilà. Ensuite, je fais beaucoup de liens avec les établissements scolaires, on fait des emplois du temps aménagés, etc. Donc je connais à peu près tous les CPE maintenant de Saint-Quentin, et comme on est à vocation départementale, on commence à s'étendre sur Guise, Beaurevoir, Vermont, Marly, etc. Voilà. Ensuite, il y a beaucoup de parents aussi qu'on peut rencontrer. Surtout pour ceux pour qui ils n'arrivent pas à faire venir, pour qui leurs jeunes n'arrivent pas à aller au collège et qui ne comprennent pas pourquoi. Donc là on fait le lien aussi avec Claire pour tout ce qui est médical et puis voilà, donc c'est un travail d'équipe. Moi je travaille principalement forcément avec tous les interlocuteurs qui sont en rapport avec l'éducation. Donc les assistantes sociales, les infirmières scolaires font des réunions de bassin auxquelles on participe pour présenter la MDA. Maintenant ils connaissent. Maintenant le but c'est d'essayer de les faire venir pour qu'ils identifient l'endroit. Les psychologues de l'éducation nationale sont venus à la MDA. Et puis les CPE ont été invités aussi à la MDA. Donc on essaie de voir un petit peu tout ce qui touche autour de l'éducation nationale, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que d'un collège ou d'un lycée à l'autre, l'interlocuteur qui va gérer l'enfant exclu n'est pas forcément le même. Parfois, ça va être, je travaille beaucoup avec les assistantes sociales et les CPE, mais ça peut être parfois les principaux adjoints qui s'occupent de ça. Donc j'ai identifié un peu dans chaque établissement la personne qui gérait les problèmes scolaires. Voilà. Après, Anthony a fait le point sur les ateliers qu'on menait le mercredi, donc je ne vais pas revenir là-dessus. J'ai fait à peu près, voilà. Je pense que c'est tout.